Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 720, un épisode qui m'a surpris de la bonne et de la mauvaise façon. Premièrement, j'ai été déçu dans la manière où il a abordé certains thèmes. Par contre, au niveau du combat entre Bellamy et Luffy, là je peux dire que j'ai été agréablement surpris et on va voir ça en détail dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 720. Cet épisode 720 correspond à un chapitre, on est toujours dans un épisode égale un chapitre. Ce chapitre c'est le 779 et on commence à se rapprocher vraiment du moment fatidique qu'on attend tous, c'est-à-dire le traditionnel 4. Mais par contre, vous emballez pas trop les gars parce que je pense qu'on va l'avoir seulement que le début de l'année prochaine. Cet épisode est le parfait épisode de transition car il marque la fin vraiment des combats, je dirais, minimes entre les sbires et aussi les lieutenants de la famille Doflamingo. Et on arrive justement dans le combat final qui annonce la fin de l'arc, c'est-à-dire le combat entre Luffy et Doflamingo. Et justement dans ces épisodes de transition, on a tendance à étirer un petit peu la sauce et il y avait matière à faire quelque chose d'excellent. Et malheureusement, je trouve que l'animateur directeur en charge de cet épisode n'a pas su utiliser cela à bon escient et ça m'a bien fait chier. Ce qui m'a vraiment énervé dans cet épisode, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait pour rallonger un tout petit peu le flashback entre Mihawk et Zoro. Par contre, au niveau de Fujitora, quand on le voit justement retenir tous les morceaux justement de la statue de Pika pour pas qu'elle tombe sur la ville, ça a été un petit peu allongé, le coup de la grand-mère qui est mise sur une plaque et qui part et que tout le monde court dans les sens ou quoi que ce soit. Ça a duré 2 minutes, mais pour moi ça a été beaucoup trop long car ça n'avait pas énormément d'intérêt. Par contre, au niveau du flashback de Mihawk et de Zoro, là il y avait quelque chose au niveau du fanboy à faire, c'était complètement dingue. Quand justement Mihawk explique à Zoro que il a déjà eu, est-ce qu'il a déjà eu son arme qui a été brisée ou sa lame émoussée, et là justement Zoro répond que oui, à un moment quand j'ai combattu contre toi, justement tu m'as cassé une lame. Là il y avait moyen justement de faire voir une passe d'armes entre Mihawk et Zoro, et je trouve que ça aurait été tellement excellent. C'est sûr que ça aurait été du fanboy, je l'avoue, mais ça nous aurait fait tellement plaisir, ça a apporté tellement de dynamisme au niveau de cet épisode parce que la fin est quand même super, on va pas se mentir là-dessus, mais apporter quelque chose de vraiment punchy au début, du vrai truc de fanboy. Après ça redescend un petit peu quand on va parler des Tontatas et un petit peu aussi de Kyros pour après finir en apothéose avec le réveil de la bête. Je trouve que ça aurait été vraiment excellent. Et il y avait aussi matière à mettre autre chose, par exemple voir comment Zoro il a appris à mettre le haki, recouvrir de haki son armement, chose qui a été déjà mis en place dans Punk Hazard avec le combat de justement Vergo contre Smoker, quand Vergo justement durcit son bambou. Enfin, quand je dis durci son bambou, ça peut prêter à confusion. Enfin, quand il met du haki justement sur son bambou, hein, je parle pas de son autre bambou, ou alors pareil, quand Vergo il remet du haki justement sur sa jute, et on aurait pu voir justement dans le flashback Zoro s'entraîner, faire des essais et pas mettre assez par exemple de haki sur certains katanas d'entraînement qui pètent ou quoi que ce soit. Donc il y aurait vraiment quelque chose à faire. En plus, ça aurait pu apporter des réponses à certaines questions, savoir que mettre du haki sur l'armement, ça renforce sa durabilité, mais par contre est-ce que ça permet de pouvoir lui donner plus de tranchants? Est-ce que ça lui permet justement de mettre plus de force? Ça pourrait quand même être une très très bonne question. Et mine de rien, cette question est en train de foutre en l'air toute la conception qu'on a par rapport à la classification des épées dans le monde de One Piece. Pour rappel, il y a les 12 premières qui sont celles justement de premier rang qui s'appellent les Seizo Wazamono. Après, on a celles qui sont juste en dessous, qui sont celles de premier rang, qui sont au nombre de 21 si ma mémoire est bonne, qui s'appellent les hauts Wazamono, et après en dessous on en a 50 autres qui sont de qualité on dira supérieure et qui eux s'appellent les Ryo Wazamono. Je pense d'ailleurs que ça peut être une très très bonne idée pour faire un dossier justement sur les armes de One Piece où on verrait les différentes classifications avec les armes qu'on connaît déjà et aussi voir qu'est-ce que ça apporterait justement cette histoire de enrobage de haki. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est qu'on est toujours dans la même mentalité par rapport à Zoro, c'est-à-dire que c'est un mec qui a la tête sur les épaules. On l'avait vu justement quand il avait mis en place les différentes hypothèses et qu'il avait compris justement comment fonctionnaient les attaques et comment fonctionnait le pouvoir
pouvoir de Treble, ça m'avait fait super plaisir. Et là maintenant on le voit que tout le monde le félicite, le fait d'avoir battu Pika. Et il a dit non les gars, fermez vos gueules, tant que la Birdcage est encore en place, on est encore dans la merde. Et justement ça me fait super plaisir, et ça reprend ce que j'avais dit la dernière fois. C'est-à-dire que depuis Punk Hazard, on voit que Zoro prend vraiment à cœur son rôle de bras droit du capitaine. Après, on a deux choses qui arrivent au niveau de cet épisode qui sont quand même assez importantes, mais ça ne prend pas beaucoup de place. Premièrement, on a Treble qui explique que les mecs ils peuvent se réjouir d'avoir gagné contre Pika et d'avoir pété l'usine, parce que oui, l'usine Smile, en même temps, elle a été pétée par les Tontatas. Au moins, les Tontatas, ils ont servi à quelque chose dans Dressrosa pour l'instant. Tout ça pour dire que Treble s'en fout de tout ça, parce qu'il dit que vu qu'ils ont encore Mencherry, ils vont pouvoir tout remettre à niveau. Et là on se replace justement sur l'utilisation du pouvoir de Mencherry, c'est-à-dire qu'elle arrive à soigner les personnes, mais il semblerait aussi qu'elle soit capable de réparer les choses qui ne sont pas organiques, donc l'usine de Smile. La deuxième chose qui était vraiment pas mal, c'est au niveau de Koala, quand elle explique qu'il y a un très gros danger qui arrive dans les sous-sols du Colisée. Elle en parle justement à Sabo, et Sabo dit non, moi je suis occupé en ce moment, mais là Koala dit ce danger est vraiment important et pourrait faire du mal à Luffy. Et là Sabo il dit ok, si c'est ça, je vais y aller. Donc là on arrive quand même sur Sabo qui prend son rôle de grand frère par rapport à Luffy. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la différence qu'il y a entre ce passage dans le manga et ce passage dans l'anime. Dans le manga, on ne sait pas du tout, à l'époque on ne savait pas du tout quelle était cette menace. On avait différentes idées, mais on ne savait pas exactement. Alors que là, avec l'ombre qui est, qu'on voit au niveau du sol qui avance, on sait, on arrive à deviner parfaitement quelle est cette menace. Bon, je veux pas vous spoiler, et je vous demanderai les gars pareil dans vos commentaires, évitez de spoiler, car je répète encore une fois, les personnes qui regardent les épisodes en version française ou alors en VO STFR n'ont pas obligatoirement lu les scans, et ça c'est super important de leur laisser justement toute la surprise, parce que le futur de Dressrosa, franchement si tu te fais pas spoiler, ça peut être excellent, mais par contre si vous les spoiler, putain c'est comme si vous les enculiez à sec. Désolé d'être vulgaire, mais c'est un peu ce que je ressens. Et là on va arriver pour moi au passage le plus important de cet épisode, c'est la colère de Luffy, la fin du combat entre Bellamy et Luffy. Et cette chose-là, quand je l'avais lu dans le chapitre, je n'avais pas du tout aimé, je n'avais pas ressenti d'émotion, c'était un truc de base. Bellamy, c'était pas quelqu'un que j'aimais, alors que là, dans l'épisode, je me suis surpris, je ne dirais pas à avoir une larme, pas à ce niveau-là, mais je me suis surpris à avoir de l'affection et d'avoir un sourire d'amitié envers Bellamy. Alors oui, je peux parfaitement comprendre que ce passage ait cassé les couilles à beaucoup de personnes, car Bellamy, qu'on voit rebondir dans tous les sens, avec toujours la même rengaine de dire oui je sais, Doflamingo s'est bien foutu de ma gueule, mais moi c'est quand même mon copain parce que moi je l'aime bien, et même s'il m'a fait ça, bah je serai toujours avec lui. C'est sûr que ça peut vraiment casser les couilles. En plus il chiale comme une pisseuse, ça va pas du tout par rapport au personnage, et en plus on sait que Luffy doit casser la gueule à Bellamy pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller casser la gueule après à Doflamingo, et c'est quand même quelque chose qu'on attend. Donc Bellamy en un sens était ce truc chiant qu'il fallait passer, et on disait putain grouille-toi lui foutre son coup de latte dans la gueule, qu'on puisse passer à autre chose. Et pourtant ça c'était plus que nécessaire pour vraiment bien comprendre l'évolution, le tournant justement que ce combat apporte au niveau de Luffy et aussi au niveau de Bellamy. Parce que tout s'est joué à un niveau psychologique. Ce qu'on apprend surtout, c'est que Doflamingo n'a jamais eu d'emprise sur Bellamy. C'est jamais lui qui l'a contrôlé. Oui, certes, on le voit qu'il le contrôle un petit peu comme une marionnette avec les fils pour qu'il attaque Luffy, mais au moment où il le libère, il lui dit Bellamy, tu es libre, mais tu as toujours été libre. Et c'est là qu'on s'aperçoit, et c'est pour moi ça c'était vraiment génial, c'est que les chaînes souvent que l'on a, c'est des chaînes que nous on se met nous-mêmes par notre conscient, par notre subconscient justement. C'est nous qui nous imposons des limites, et ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que Bellamy s'est mis des limites par lui-même, et ça c'est en totale opposition par rapport à Luffy. Luffy lui est quelqu'un qui ne se pose pas de limites, parce que c'est quelqu'un qui est toujours très très libre au niveau de l'esprit, et il fait toujours ce qu'il veut. Et là malheureusement par rapport à Bellamy, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est face à un mur, il est face à une telle détermination qu'il est obligé de lui latter la gueule, et que Luffy est obligé d'aller
contre ses convictions, et pour moi c'est quelque chose de vraiment malade. Le fait de voir Bellamy qui s'est imposé lui-même des limites alors qu'il pouvait facilement passer outre, contre Luffy qui lui ne se pose pas de limites, mais là il est obligé de s'en mettre, il est obligé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, et c'est pas ça sa mentalité à Luffy. Luffy, lui, il veut faire ce qu'il veut, il veut devenir le seigneur des pirates parce qu'il veut le devenir tout simplement. C'est aussi con que ça, et s'est réveillé, il s'est dit moi je veux devenir le seigneur des pirates, point barre. Et ça, je trouve ça absolument génial. Bellamy s'est rendu compte qu'il a idolâtré la mauvaise personne. L'inconvénient, c'est que si il arrête de l'idolâtrer, il va perdre ce qu'il est. C'était ça sa force. La force de Bellamy, c'était sa force, c'était ses convictions. Et si il abandonne ses convictions, il abandonne ce qu'il est au fond de lui. Et ça, il ne veut vraiment pas. Par contre, il sait que par son sacrifice, parce qu'il sait que dans l'état où il est, il va envoyer un grand coup à Luffy, et Luffy va tellement être énervé qu'il va lui foutre une putain de patate, et ça va peut-être foutre sa mort, mais il sait que en mourant de la main de son ami, de l'autre personne, maintenant qu'il estime, et savoir aussi qu'il a son amitié en retour, chose qu'il n'avait pas du tout avec Doflamingo. Là on est vraiment dans la relation un petit peu chien-maître, le chien qui veut toujours faire ce qu'il peut pour plaire à son maître mais qui n'a pas l'amour de son maître en retour, contre le chien qui fait tout pour son maître mais qui a l'amour. Je sais pas si vous comprenez vraiment le parallèle, et il sait justement que en fonçant, en poussant Luffy dans ses derniers retranchements, il va le faire évoluer, car c'est ça qui est vraiment génial, c'est que Bellamy, en se sacrifiant, en allant foutre, en insultant Luffy à fond, au fond de lui, il sait qu'il va lui rendre service, et c'est ce sacrifice qui est en un sens qui est magnifique. J'en ai la chair de poule en rien qu'à en parler, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et Luffy lui fout ce putain de coup de poing qui est exactement le parallèle entre ce qui se passe sur Jaya à deux exceptions près, qui est premièrement l'utilisation du haki, et sur Jaya il utilise son bras droit alors que sur Dressrosa il utilise son bras gauche. Ça par contre je n'ai pas compris toute la symbolique, mais par contre c'est le fait que Luffy ait dû tabasser quelqu'un et dû frapper un de ses amis. La seule fois où il l'a fait, c'était contre Usopp, et on a vu dans quel état justement ça l'a mis. Et là justement il a une telle haine de ce qu'il a dû faire. Il a une telle haine envers Doflamingo, parce que pareil, il n'arrête pas de dire Mingo, 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 c'est-à-dire que quand il veut latter la gueule à Doflamingo, c'est pour justement aider le peuple de Dressrosa, et c'est aider aussi Rebecca, mais il le prend encore un petit peu à la légère parce qu'il dit Mingo, je vais te botter le cul, alors que ici il a un véritable hurlement, mais putain, le hurlement de rage était quelque chose de magnifique, et là il dit bien Doflamingo. Pour moi c'était quelque chose, et en plus ce regard noir, je sais pas si vous avez vu tout le passage, comment c'est dessiné, il y a un détail, il y a les mouvements de caméra, les contre-plongées, etc. C'était vraiment, et ce regard sombre, sa forme des yeux, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui connaissent, qui regardent justement le Gear 4, vous regarderez les yeux, on commence à avoir l'ébauche du Gear 4 qui est présent dans ce passage-là. Mais c'était quelque chose, moi là rien qu'à en parler, j'ai encore les tripes qui sont à fond, et encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé dans le manga, mais c'est quelque chose qui m'a totalement épaté au niveau de l'anime. Et en plus c'est quelque chose que Doflamingo cherchait, parce que Doflamingo voulait se battre contre la bête, parce que là il est content, il dit ça y est, la bête est réveillée, et en plus on a le final avec l'eau qui est mort au niveau du sol. Et encore une fois, s'il vous plaît les gars, ne spoilez pas pour les autres qui n'ont pas lu les scans au sujet de tout ce qui va se passer, ou tout ce qui pourrait se passer par rapport à l'eau, s'il vous plaît, c'est super important. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode 720, un épisode qui m'a foutu la chair de poule rien qu'à en parler, c'est vraiment génial. Un très 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 gros merci les gars pour tout ce que vous avez fait sur Tipeee, les dons du mois dernier sont vraiment incroyables, et ça me fait super plaisir car je sens que je vais pouvoir réaliser mon rêve, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et merci pour ceux qui ont commencé à me lâcher des dons pour ce mois-là, c'est vraiment excellent. De toute façon, les noms sont dans le générique. J'espère que vous aurez bien apprécié ces vidéos. Si c'est le cas, partagez, likez, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!